L'évolution, c'est le bordel. Mais comme je sais que ça vous manquait autant qu'à moi de parler de préhistoire, Non. ok, tout le monde connaît le dessin représentant l'évolution de l'espèce humaine avec le singe qui se redresse progressivement pour devenir l'homme moderne. Ouais, c'est des conneries. L'évolution des hominidés n'est pas linéaire mais buissonnante, avec des espèces qui évoluent et d'autres qui disparaissent. Et il y en a certaines dont on a longtemps pensé être les descendants, alors qu'elles n'étaient en fait que de lointaines cousines. Et c'est le cas de l'individu dont on va parler aujourd'hui et de son espèce, les Australopithèques. Déjà, Australopithèque est un terme pratique assez générique qui englobe en fait une réalité d'espèces très variées. Parce que oui, même au sein d'une même espèce, il y a le bordel. Il y a les Australopithèques anamensis, afarensis, africanus, sediba, plein d'autres. Et toute cette joyeuse diversité évolue en Afrique entre environ moins 4 et moins 2 millions d'années. L'espèce est décrite pour la première fois en 1924, avec la découverte de l'enfant de Tang, jeune spécimen africanus. Elle présente à la fois des caractères archaïques, comme sa faible capacité crânienne, mais aussi moderne, avec sa bipédie au moins partielle. Pourquoi au moins? On va y revenir. Alors, on va parler de toutes les caractéristiques de toutes les espèces, parce que là, les petits chiens, va falloir s'accrocher. S'accrocher. C'est marrant parce qu'ils sont encore partiellement arboricoles, donc ils s'accrochent aux branches. Non, je vais pas faire de l'humour. Ou alors, je pourrais faire un top 10. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette histoire 2 dédiée aujourd'hui aux Australopithèques. Alors, les Australopithèques, c'est une espèce disparue d'hominidés. Ouais, je sens que vous êtes pas convaincus là. Alors, pour faire ça... Non, c'est une mauvaise idée. Aujourd'hui, on va principalement s'intéresser à une espèce en particulier, la lignée cousine aujourd'hui disparue des Australopithèques afarensis. Et même si je vois faire les gros yeux à la prononciation de ce nom, je suis sûre que vous connaissez au moins l'une de ses représentantes. Australopithecus afarensis est l'une des nombreuses espèces cul-de-sac de l'évolution. D'ailleurs, pensez à toutes nos cousines disparues. Elle prospère entre moins 4 et moins 3 millions d'années et doit sa renommée à la découverte de 52 os constituant les 40% d'un squelette, d'un individu très joliment prénommé AL288-1. Apparemment, certaines personnes la surnommeraient Lucy. Pour l'anecdote que tout le monde connaît, Lucy tient son nom de la chanson Lassie in the Sky with Diamonds des Beatles, qui était écoutée par les chercheurs lors de la découverte. Qui est faite en 1974 sur le site de Hadar en Éthiopie par une équipe internationale constituée de chercheurs américains, éthiopiens et français, parmi lesquels Yves Coppens, le célèbre paléontologiste et paléoanthropologue qui avait notamment travaillé sur le dossier de l'espèce. Et si la découverte de Lucy a fait tellement de bruit, c'est parce qu'elle était, à ce jour, le squelette partiellement complet le plus vieux jamais découvert. En plus des informations qu'ils vont donner sur l'espèce, ces os permettent de rétablir une identité assez précise de l'individu. Lucy était vraisemblablement une femme, dans la vingtaine, lors de son décès il y a 3,2 millions d'années, soit déjà vers la fin de sa lignée. Elle mesurait environ 1m15 pour 30 kg, soit la taille d'un chimpanzé ou d'un élève de 6ème, et possédait un cerveau de 400 cm3. Les circonstances à mort restent encore sujet à débat. Au vu de ses multiples fractures, certains chercheurs pensent qu'elle serait tombée d'un arbre. Ça va être encore arboricole, hein. Si c'est le cas, elle serait tombée d'un arbre d'environ 16 mètres, ce qui pourrait être un Acacia. ou pour une comparaison plus moderne, d'un immeuble de 4 étages, ce qui est une cause valable de décès. Mais pour d'autres spécialistes, les fractures seraient post-mortem et liées à des éléments extérieurs comme la faune ou l'ensevelissement. Ce dont on ne peut pas être sûr, c'est qu'elle a été ensevelie très rapidement après sa mort, raison pour laquelle il nous reste tant de ses ossements. Du coup, le doute demeure sur les raisons de sa mort, mais à la limite c'est pas très important, parce que ce qui compte surtout avec Lucy, c'est qu'elle a permis de démontrer que son espèce était déjà bipède. En fait, peut-être partiellement. En fait, c'est encore un débat. Chez Lucy, et donc par déduction chez les Australopithèques, la bipédie est avérée. C'est un fait, c'est comme ça, c'est juste plus des singes qui se balancent d'arbre en arbre. On peut en être sûr grâce à la courbure de sa colonne vertébrale, mais aussi grâce à son fémur et son bassin, qui indiquent qu'elle était capable de se déplacer sur deux jambes. Avec une démarche, certes légèrement chaloupée. Le débat porte tout sur l'importance de cette bipédie dans la vie quotidienne. Est-ce qu'elle était 100% bipède, ou est-ce qu'elle restait majoritairement arboricole? Le doute subsiste par la taille de ses membres supérieurs qui sont plus longs que ses membres inférieurs. Caractéristique assez archaïque qui indique une capacité toujours élevée à progresser dans les arbres. Enfin bon, vu qu'elle est là... La grimpette, ça devait pas être son truc. En fait, ce que ce mélange de caractéristiques démontre surtout, c'est que l'espèce devait être les deux. À la fois bipède, capable de se déplacer sur une certaine distance sur deux pattes, et à la fois arboricole, capable de vivre dans les arbres et éventuellement d'y faire des nids pour dormir la nuit. Lucy a également permis de démontrer un dimorphisme sexuel chez Australopithèques, les sujets féminins semblent être plus petits que les sujets masculins. Mais même si elle a beaucoup éclairé les scientifiques sur son espèce, Lucy n'est pas la seule découverte importante chez les Australopithèques afarensis. On découvre d'autres nombreux squelettes comme la première famille,
un ensemble de 13 individus décédés et ensevelis en même temps. Ou encore Selam, une enfant d'environ 3 ans, dont le crâne complet et de nombreux os ont été mis à jour en 2000, et qui atteste de la locomotion à la fois bipède et arboricole de l'espèce. En 2010, on constate également que l'industrie lithique est plus ancienne que ce qu'on pensait, et qu'elle n'a pas été inventée par le genre Homo. Lorsque des os vieux de près de 3,5 millions d'années sont découverts à Dikika, et présentent des traces de découpe provoquées par des outils en pierre. Alors, est-ce que Lucie est la grand-mère de l'humanité? Pas du tout. Mais même si elle ne reste qu'une cousine un peu éloignée, ça reste une chance d'avoir pu découvrir et étudier le squelette d'un homininé mort il y a 3 millions d'années. Et si certains d'entre vous sont encore là au moment de la vidéo, félicitations, vous avez gagné une pampote. J'avais pas de cookies sous la main. Et qui s'intéresse au sujet, je projette de faire une série qui s'intéresserait aux différents représentants du genre Homo. À l'avenir, peut-être. Donc je sais pas vraiment comment finir cette vidéo. Alors Et enfin, numéro 1. Celui-là, c'est celui que tout le monde connaît sans même le savoir. Et oui, même toi, qui n'as pourtant jamais rien suivi en cours, puisqu'il s'agit de l'Australopithèque afarensis, comme Lucie. Celui-ci évolue en Afrique de l'Est entre -4 et -3 millions d'années, et descendrait même de notre numéro 8, l'Australopithèque anamensis. Et afarensis présente ce qu'on a longtemps considéré comme propre à l'homme, donc la bipédie ou l'utilisation d'objets lithiques. En gros, c'est comme un homme, sauf que ça n'en est pas vraiment un. Cette histoire 2 est à présent terminée, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, vous pouvez le partager, le commenter et même mettre un pouce bleu, les possibilités sont infinies. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee et je vous dis à la prochaine, ciao.